Eh bien, chers amis, nous sommes réunis ce soir dans une occasion particulièrement heureuse et, à plusieurs égards, particulièrement émouvante. Nous sommes réunis pour remettre leur diplôme aux premiers lauréats de la Fondation Flora Blanchon. Et dans un instant, nous allons les entendre. Ils vont nous expliquer ce que le montant de cette généreuse dotation va leur permettre de faire dans le domaine de leur recherche. La lauréate pourra publier, grâce au prix Flora Blanchon, la thèse qui a été distinguée par le jury. D'autres pourront mener à terme leur doctorat, ceux qui ont reçu des aides de la Fondation. Nous avons 4 lauréats, ce qui est beaucoup pour le début d'une fondation, 4 jeunes lauréats, 2 lauréates françaises, un lauréat chinois et un lauréat russe. Et tous sont animés du feu sacré et d'une passion profonde pour leur champ de recherche respectif. Et ils incarnent l'avenir de ces études sur l'Extrême-Orient, mais qui sont vraiment, à tous égards, des études d'avenir. Et vraiment, c'est avec beaucoup de joie que je constate que cette promotion qu'il constitue, parce qu'à 4, on est déjà une promotion, réunit les qualités de celle en l'honneur et à la mémoire de laquelle la Fondation a été créée. La Fondation que M. Christian Blanchon a voulu dédier à la mémoire de son épouse Flora Blanchon. Et votre présence, chers lauréats, l'assistance très nombreuse qui vient assister à votre triomphe représente le plus bel hommage qui pouvait être rendu à Flora Blanchon, parce que tous ceux qui sont là pour vous, mais sont aussi là pour elle. Il est inutile de retracer devant vous la carrière et les activités de Flora Blanchon. Vous êtes pour la plupart d'entre vous des orientalistes et vous la connaissez beaucoup mieux que moi. Vous connaissez sa puissance de travail, son énergie et son dévouement à l'égard de ses étudiants. Éloge salué par l'horloge, et nous continuerons envers. Elle était titulaire de la chaire d'archéologie et d'histoire de l'art chinois à la Sorbonne. Elle a fondé le Centre de recherche sur l'Extrême-Orient de Paris-Sorbonne, qu'elle a dirigé pendant 20 ans. Elle dirigeait aux presses universitaires de la Sorbonne la collection Asie qu'elle avait créée, et elle laisse une œuvre importante, plusieurs livres sur l'histoire et l'archéologie de la Chine, dont un maître ouvrage intitulé Qin Shi Huangdi, vous me pardonnerez, Les guerriers de l'éternité. Et dont, grâce à la Fondation, dont l'action se manifeste pour la première fois aujourd'hui, eh bien, c'est qui sa passion et sa science lui survivent, et elle demeure présente parmi nous, par-delà l'empreinte du souvenir qu'elle laisse dans le cœur de tous ceux qui l'aimaient. Et la brève cérémonie de ce soir vient marquer le couronnement d'un processus qui a commencé au printemps de 2013, lorsque notre confrère Franciscus Verhelen, alors directeur de l'EFEO, et pas encore retourné à Hong Kong, ce qui fait que nous ne le voyons plus aussi souvent que nous voudrions, a présenté Monsieur Christian Blanchon, qui m'a exposé le généreux projet qu'il avait formé avec l'accord de son fils, notre collègue M. David Blanchon, à la mémoire de leur épouse et mère.
Son projet, aider au développement des recherches portant sur l'Extrême-Orient, notamment la Chine et les pays voisins, ce projet s'accordait parfaitement avec les missions fondamentales de notre Académie qui visent à favoriser le perfectionnement et le rayonnement des disciplines relevant de sa compétence. Et parmi ces disciplines, celles qui touchent à l'Extrême-Orient sont particulièrement importantes. Leur importance ne cesse de croître pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, au point que les spécialistes de l'Extrême-Orient au sein de notre compagnie nous paraissent peu nombreux et qu'ils ont fort à faire pour veiller à tout. Et toutes les circonstances qui permettent à l'Académie des inscriptions et belles-lettres d'encourager et de favoriser les études sur l'Extrême-Orient sont les bienvenues. Donc un projet de convention a été rapidement signé, puis entériné par notre commission administrative. Le projet a été approuvé par le Conseil d'État qui a approuvé la donation de M. Christian Blanchon avec pour charge la création de la fondation. Un appel à la communauté des jeunes chercheurs a été lancé et a suscité de très nombreuses candidatures, des candidatures si nombreuses qu'elles rendent particulièrement méritoire le succès de ceux qui ont été couronnés. Ces candidatures ont été examinées avec le soin qu'on imagine par une commission qui regroupe l'ensemble des spécialistes de l'Extrême-Orient de notre Académie, membres et correspondants, et à partir du rapport très détaillé et motivé qu'ils ont rédigé, le conseil d'administration de la Fondation a désigné en septembre dernier l'ensemble de ces 4 lauréats qui sont à mes côtés et auxquels j'exprime mes très vives félicitations avant de passer la parole à M. Christian Blanchon et avant que nous leur remettions la preuve matérielle de leur gloire et de leur profit grâce à la Fondation. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames, messieurs les académiciennes et académiciens, mesdames, messieurs les professeurs et chers amis. Tout d'abord, monsieur le secrétaire perpétuel, permettez-moi de vous remercier de nous accueillir dans cet illustre lieu et beau, et pour avoir si brièvement et brillamment et complètement, tout un art, les 3 mots ensemble, présenté la Fondation et ses objectifs. Après le décès brutal de Flora, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour prolonger son action. Ne rien faire n'était pas une option, bien que je connaisse les délices et les mérites de l'inaction pour avoir côtoyé un peu le monde taoïste. En fait, si je me suis un peu agité pour aboutir à cette création, et je remercie ici celles et ceux qui m'y ont aidé, et surtout qui m'ont permis d'éviter quelques fausses bonnes idées qui commençaient à fleurir, je pense que c'est tout simplement par rage, par ressentiment, pour en quelque sorte faire un pied de nez à la mort. Il n'y a rien là de bien glorieux, rien d'héroïque, et tout simplement vital, mais tout simplement vital. Je voudrais maintenant me tourner vers nos 4 lauréats de ce soir. Vous avez souligné, monsieur le secrétaire perpétuel, 2 femmes, 2 hommes, 2 Françaises, un Chinois, un Russe. Je crois que Flora aurait apprécié ce résultat qui, soyez certains, ne doit strictement rien au politiquement correct qui dicte si souvent nos attitudes. En fait, ce résultat est dû exclusivement à vos mérites, sous-pesés, appréciés, estimés par un jury, par le jury scientifiquement le plus respectable, totalement libre de toute contrainte extérieure, sans parler du prestige de l'Institut auquel il appartient. Et honnêtement, je vous souhaite sincèrement de ne jamais être confronté à d'autres jurys que celui-ci. Enfin, vous le serez, mais souvenez-vous de ses qualités, les qualités de ce jury. La vie de chercheur est faite de longs moments de solitude, entrecoupés heureusement d'échanges et d'enseignements. Les moments de lumière sont assez rares, vous en vivez probablement un ce soir, peut-être un des premiers, sûrement pas
Le dernier, j'espère pour vous, le premier d'une longue série. Vous allez prendre la parole, soyez détendus, je fais comme Flora faisait, je copie. Soyez détendus, cet auditoire vous est amical et ne souhaite, je me permets de parler à sa place, que votre réussite. Appuyez-vous sur son énergie, partagez avec nous, votre enthousiasme pour votre recherche. Juste avant de vous passer la parole, je souhaiterais ajouter que c'est bien moi qui suis le plus redevable à l'Académie des inscriptions et belles-lettres d'avoir répondu positivement à ma sollicitation et permis de créer en son sein la fondation Flora Blanchon, à laquelle je souhaite longue vie. En fait, je me souhaite longue vie. C'est assez égoïste. Et je cherche toujours, pour conclure, les voies et moyens de la pérenniser au-delà de moi. Si vous, chers amis, avez des idées, n'hésitez pas, je suis preneur. Nous pourrions ainsi faire un double pied de nez à la mort. Et cela en vaudrait, je crois, le coup, surtout pour nos jeunes chercheurs. À ce propos, c'est à maintenant à vous de vous lancer. On commence, je crois, monsieur le secrétaire perpétuel, par le prix de thèse. Par le prix de thèse. Et on appelle Madame Sophie Allard-Latour, qui est lauréate du prix de la Fondation, pour aider à la publication de sa thèse, intitulée « La sculpture bouddhique en bronze en Chine, des origines au 5e siècle, analyse et datation ». Et c'est un titre tellement Académie des inscriptions des belles-lettres. Monsieur le secrétaire perpétuel, messieurs les académiciens, je vous remercie pour l'attention portée à mon travail. Je remercie vivement monsieur Christian Blanchon et le conseil de la Fondation Flora Blanchon pour l'attribution de ce prix. Mes pensées en ce jour vont à madame Flora Blanchon, qui fut ma directrice de thèse et qui nous quitta prématurément, malheureusement, il y a 2 ans. Elle nous manque beaucoup. Je souhaite lui rendre hommage et la remercier de tout cœur pour son soutien indéfectible, sa gentillesse, sa bienveillance durant toutes ces années de recherche. Sans son aide, ce travail n'aurait jamais vu le jour. J'adresse également toute ma gratitude à M. Antoine Gournay, qui reprit la direction de ma thèse en 2012 et qui contribua à la faire aboutir. La sculpture bouddhique en bronze des premières périodes en Chine est un domaine encore méconnu, qui fait l'objet de peu de recherches et qui ne donna lieu à aucune étude ni classification exhaustive jusqu'à aujourd'hui. Et ce pour plusieurs raisons. Le faible nombre de statuettes répertoriées il y a encore 30-40 ans, une trentaine environ, et la dispersion des pièces de par le monde, Japon, Chine, États-Unis, Europe. Un tournant important s'opéra dans l'histoire de l'art et de l'archéologie en Chine dans les années 1980-90, avec la mise au jour d'un très grand nombre de découvertes archéologiques, le plus souvent fortuites, touchant différents domaines, dont la sculpture bouddhique en bronze. Dans 4 provinces du Nord, au Repei, au Shantung, Shanxi, Shaanxi, un nombre considérable de statuettes bouddhiques en bronze furent découvertes, ouvrant le champ à de nouvelles possibilités d'études. Ceci changea radicalement nos perspectives et suscita mon intérêt pour ce domaine de recherche. Pour ma thèse, ma démarche fut de recenser le plus grand nombre possible de sculptures bouddhiques en bronze conservées en Chine et de par le monde, au sein des musées, des collections privées, à travers diverses sources de documentation, principalement les rapports de fouilles et au cours de nombreux voyages, afin de disposer d'un échantillonnage suffisamment significatif pour mener une recherche approfondie. Au cours de mes recherches, j'ai ainsi recensé 1 millier de statuettes bouddhiques en bronze récemment mises au jour et collecté plus de 300 photographies de statuettes. Toutefois, compte tenu du volume de documentation et du temps limité imparti à la thèse, j'ai choisi de centrer mon étude sur une centaine d'entre elles, datant du IIIe au Ve siècle, et de présenter pour la première fois la traduction en langue occidentale et l'analyse inédite d'une 50aine d'inscriptions votives. Mon étude eut pour objectif d'établir sur 3 siècles une chronologie des images bouddhiques en bronze et à travers elles de reconstituer et compléter l'histoire de la diffusion de la doctrine bouddhique en Chine, ses différents courants d'enseignement, ses pratiques et ses cultes. Plus précisément, mon travail de thèse se proposa d'étudier la sculpture bouddhique en bronze en Chine des origines au 5e siècle, ses éléments constitutifs, ses caractéristiques et son processus d'élaboration dans le contexte social et culturel chinois des 1er et 2e siècles,
à partir des données archéologiques récentes et son évolution vers des formes iconographiques normatives du IIIe au Ve siècle. J'ai ainsi mis en évidence que les images bouddhiques les plus anciennes, en bronze, en pierre, en céramique, découvertes à ce jour au Sichuan dans la région du Yangtze, datant de la dynastie des Han de l'Est, apparaissent dans un cadre essentiellement funéraire, sur des linteaux de chambres funéraires et sur des objets déposés dans les sépultures, arbre à sapèque en bronze, jarre en céramique, miroir en bronze. Ces images s'inscrivaient dans un terreau de croyances locales ancestrales avec lesquelles elles formèrent un véritable syncrétisme pendant près d'un siècle. Leur fonction était principalement protectrice, talismanique, apotropaïque ou propitiatoire. Leur véritable fonction cultuelle ne vit le jour que vers la fin du IIIe siècle, avec l'émergence d'images individuelles du Bouddha en bronze doré, conformes aux prescriptions iconographiques édictées par les textes. En effet, après une période initiale de diffusion de la religion indienne et de ses images en Chine, 1er, 3e siècle, une transformation s'opéra dans la seconde moitié du IIIe siècle au début du IVe, faisant place à une propagation plus large de la doctrine bouddhique, favorisée par l'arrivée de moines originaires de l'Inde et de l'Asie centrale, le développement des travaux de traduction de sutras en langue chinoise et l'organisation de communautés monastiques. La conception des images bouddhiques et leur culte s'inscrivirent alors progressivement dans la tradition bouddhique mahayaniste telle qu'elle était pratiquée en Inde et en Asie centrale. À partir des données brutes fournies par les fouilles archéologiques récentes, encore vierges de toute analyse, j'ai établi dans un second temps une classification et une chronologie de datation pour une centaine de sculptures bouddhiques en bronze datant du IIIe au Ve siècle et réalisé une étude stylistique et iconographique détaillée de celles-ci et de leurs sources d'influence. De fréquentes comparaisons avec la sculpture en pierre contemporaine furent effectuées, ainsi qu'une analyse des iconographies rencontrées, leurs évolutions et leurs spécificités selon les périodes et les régions. À travers l'observation détaillée des images, j'ai mis en exergue et analysé les séries d'innovations d'ordre technique, stylistique et iconographique qui intervinrent dans la fabrication des images bouddhiques au cours des siècles et qui marquèrent leur évolution. La traduction et l'analyse des inscriptions votives gravées sur les socles des statuettes révélèrent quant à elles nombre d'informations précieuses sur l'identité des commanditaires, leur lieu de résidence, sur les pratiques bouddhiques et les courants doctrinaux de l'époque. À partir des données fournies par les inscriptions votives et les lieux de découverte d'un certain nombre de ces statuettes, j'ai pu ainsi établir une carte de localisation des images bouddhiques en bronze datant des Wei du Nord, 386-534, dans les régions du Hebei et du Shantung, et émettre des hypothèses quant au lieu d'implantation des ateliers de fabrication de ces statuettes. La sculpture bouddhique en Chine est un vaste sujet qui nourrira encore de nombreuses études à l'avenir au gré des découvertes archéologiques. J'émets le souhait de pouvoir longtemps y contribuer et souhaite que les nouvelles générations de chercheurs puissent également apporter leur pierre à l'édifice. Bravo. On fait dans cet ordre-là. Oui, oui, voilà. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai une tendresse particulière pour le mot apotropaïque. Eh bien, écoutez, j'en profite. vous remettez à madame son diplôme et sa médaille. Et une petite médaille souvenir. Alors, voilà. Voilà, on prendra la photo. Et j'appelle maintenant M. Semyon Ryzenkov, qui est lauréat d'une bourse de la Fondation et qui prépare une thèse sur la diffusion du Mahaparini Nirvana Sutra du Mahayana dans la région nord-ouest de la Chine du 5e au 11e siècle. Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, cher public, permettez-moi tout d'abord de remercier l'Académie des inscriptions et des belles lettres, et notamment la Fondation de Flora Blanchon, de cette possibilité d'être ici parmi vous ce soir. Je m'excuse par avance pour mon français qui laisse à désirer. C'est un grand honneur, mais aussi un très grand plaisir pour moi assister à cette cérémonie solennelle de remise de bourse. Je suis très fier de la confiance que vous m'avez accordée de m'avoir nommé parmi ces bénéficiaires. Maintenant, je voudrais vous parler un peu de mon projet. Son nom est l'étude des manuscrits du Sutra du Nirvana du Bouddha de Dunhuang et de la tradition associée.
Au début, un peu d'histoire. En 1900, au nord-ouest de la Chine, dans la grotte de Magao, à côté de Dunhuang, a été retrouvée la bibliothèque des manuscrits qui est devenue pour nous le dépôt des sources historiques de valeur qui nous a permis d'approfondir nos connaissances en histoire de la région du Turkestan oriental et celle de la Chine médiévale. Une série de sources historiques déjà connues qui se rattachent à cette période-là a été complétée par les documents qui reflètent la vie quotidienne de la vie médiévale à la frontière nord-ouest de la Chine. Par un hasard du destin, ces manuscrits ont été dispersés dans le monde entier. Et jusqu'alors se trouvent dans les bibliothèques et centres de recherche scientifique de Londres, Paris, Pékin, Saint-Pétersbourg d'où je suis venu, ainsi que dans les collections plus petites au Japon, en Chine et dans d'autres pays. Pendant 100 ans de recherche, les savants ont élaboré les principaux méthodes de catalogage et d'analyse. Une nouvelle discipline est apparue, l'étude de Dunhuang, qui comprend pas seulement l'étude des manuscrits, mais aussi celle de la culture matérielle et de la peinture murale. Mon recherche est consacrée à l'étude du Sutra du Nirvana qui a influencé beaucoup le bouddhisme chinois en 5e, 11e siècle. Ce texte très prisé a été traduit au moins 6 fois en chinois. Un nombre considérable de rouleaux et de fragments contenant le sutra, plus que 3000 pièces, témoignent de sa popularité en Dunhuang. Ces plus précoces des manuscrits connus datent depuis 5e siècle, les plus tardifs se rattachent au début du 11e. Un certain nombre comportent des colophons, c'est-à-dire indications généralement placées à la fin des copies diverses qui rappellent les conditions ayant précédé à la réalisation des manuscrits correspondants. Au total, on compte près d'une centaine de colophons. Tous sont ceux de copies et sont d'offrandes. Les plus intéressants sont les colophons d'offrandes qui contiennent l'information très précieuse sur les circonstances d'offrande et les motivations des donateurs. Dans les grottes de Magao, il y a un certain nombre de peintures murales au sujet du Sutra du Nirvana. Mon objectif dans ce projet est la détection et l'analyse socio-culturelle des données reçues de colophons des Sutras du Nirvana manuscrits et des échantillons d'iconographie des fresques murales de Magao, dans le contexte de l'histoire de la région. L'étude de colophons et peintures de Dunhuang permettra d'avoir la nouvelle vision de la tradition bouddhiste en Chine médiévale. En conclusion, je voudrais remercier encore une fois la Fondation Flora Blanchon qui m'a accordé une belle occasion de poursuivre mon travail en France, à Paris, où j'ai accès aux matériaux nécessaires pour cette étude dans la Bibliothèque nationale de France, Musée Guimet, Bibliothèque de l'Institut des hautes études chinoises et celle de l'École française d'Extrême-Orient. J'ai fini. Merci pour votre attention. Cette fois-ci, c'est à moi de vous remettre votre diplôme et votre médaille en vous félicitant. Merci beaucoup. Aussi pour votre français. J'appelle maintenant M. Yang Lei, lauréat d'une bourse de la Fondation, avec une thèse en préparation sur l'histoire des cloches dans les temples de Pékin entre 1400 et 1912. Merci beaucoup. Monsieur le fondateur, Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs, doctorant contractuel de l'École pratique des hautes études, sous la direction de Monsieur Vincent Cosser, je me propose de travailler sur l'histoire des cloches dans les temples de Pékin entre 1400 et 1912. L'idée originelle vient de mon travail de M2, depuis la rentrée 2012, sur l'histoire du culte de la bonne mère de la fonderie de cloches, une divinité sainte patronne des fondeurs de cloches à Pékin. En analysant les sources folkloriques et épigraphiques,
j'ai pu montrer les rapports reliant le culte et le corps de métier, ainsi que la communauté locale qui le soutient. Cette étude mérite d'être élargie. Les cloches et des trains nombreuses dans les temples de Pékin, des sardanes sont bien documentées, certaines encore visibles dans les temples ou les musées, dont quelques-unes sont monumentales. Dans le cadre d'une étude de la culture matérielle de la religion chinoise, qui en est encore assez balbutiement, les cloches en divers métaux sont des éléments particulièrement intéressants du mobilier liturgique des temples. Elles sont à la fois des objets exceptionnels et supports de texte. À la fin de l'Empire chinois, presque tous les temples possédaient une cloche, souvent décorée de nombreux types de motifs. De plus, on grave également des textes sur les cloches, de la simple liste des donateurs, soucieux de faire connaître leur identité, jusqu'aux textes doctrinaux les plus développés. Les cloches procurent ainsi suffisamment de données pour une étude des divers aspects de la vie religieuse. Quel rôle pouvaient jouer les cloches dans la vie religieuse des temples que dans la vie profane des habitants de Pékin? Ma thèse cherche à répondre à cette question en regroupant deux approches complémentaires, la production des cloches et leur utilisation liturgique et cultuelle. En rendant pleinement compte d'un riche corpus matériel et documentaire, notamment les sources épigraphiques, les archives, les anecdotes et poèmes populaires, ainsi que les classiques religieux, je vise à esquisser une histoire socio-religieuse autour de la cloche à la fin de l'Empire. Certains matériaux concernant les cloches dans les temples sont uniquement accessibles à Pékin. Par exemple, les cloches anciennes elles-mêmes de la région pékinoise, actuellement conservées dans le musée du temple de la Grande Cloche, ou encore les archives de la cour impériale de la dynastie des Ming et surtout des Qing, conservées à Pékin, et celles-ci contiennent des informations sur la fabrication des cloches dans le principal atelier officiel commandité par les membres de la famille impériale ou par des fonctionnaires ou des eunuques. Et enfin, les travaux scientifiques des chercheurs de l'Institut des sciences sociales de Pékin sur l'histoire de la ville de Pékin, qui sont uniquement consultables dans la bibliothèque de la capitale. La bourse de la Fondation Flora Blanchon me permettra de voyager à Pékin en 2015 afin de les étudier. Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude d'avoir retenu ma candidature et de me donner l'occasion d'effectuer une importante mission de terrain. Mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, monsieur. Aucun étudiant français ne parle un aussi joli français que vous. Et j'appelle maintenant Madame Virginie Olivier, lauréate d'une aide de la Fondation, pour préparer sa thèse sur la représentation du Brahman dans la sculpture de l'Inde ancienne du IIe au XIIe siècle. Donc, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur Blanchon, mesdames, messieurs. Parler d'une voix forte. Pour ce projet de recherche sur les représentations du Brahman et des divinités à caractère brahmanique, telles que Agni ou Brahma, qui sont sans doute les plus immédiatement significatives, nous nous proposons de retracer la formation d'un modèle iconographique qui s'élabore très tôt dans la sculpture du nord de l'Inde, puisqu'Agni fait partie des premières images représentées en matériaux non périssables, alors que Brahma, bien qu'omniprésent dans les sources littéraires datables des environs de notre ère, ne semble avoir été figuré que plusieurs siècles après, en contexte hindou en tout cas. Et ensuite de voir la diffusion possible et les transformations de ce modèle dans la sculpture des régions méridionales de l'Inde, et plus particulièrement au Tamil Nadu, en tenant compte des sites présumés précurseurs ou intermédiaires qui pourraient se situer dans le Décan, donc en Andhra Pradesh plus particulièrement, comme à Mogal Rajapuram ou à Undavali. Donc il s'agira d'étudier à la fois les transferts possibles entre sites et ceux qui auraient pu être véhiculés par la diffusion des textes, qu'il s'agisse des prescriptions iconographiques destinées aux artistes, de traités rituels ou de variantes mythologiques plus particulièrement populaires dans certaines aires culturelles.
C'est aussi l'inventaire systématique des images qui permettra de déterminer leur signification dans leur contexte d'origine. L'échelle ou l'orientation des images contribuant par exemple à évaluer leur valeur au sein du programme iconographique général du temple. La présence ou l'absence de Brahma notamment, son positionnement à l'intérieur de la cella d'abord, sur les temples les plus anciens du Tondé-Mandalam, au Tamil Nadu, puis son déplacement à l'extérieur, au-dessus du canal d'évacuation des eaux lustrales, et enfin sa présence systématique sur la face nord, aussi constatée et bien connue sur plusieurs sites de l'Inde septentrionale, reflète sans aucun doute une évolution des concepts qui lui sont associés et des pratiques rituelles. Elle reste cependant encore à expliquer. Le relevé des thèmes narratifs plus rares, tels que Brahma participant à la pénitence d'Arjuna ou Agni à la naissance de Skanda, ou encore les scènes d'ascèse des démons brahmanes, contribueront à préciser les interactions entre les images du brahman et celles de l'ascète, du sage, du démon et du roi. Dans le sud, l'iconographie de Brahma, à caractère nettement plus ascétique que celle du nord, semble bien avoir été absorbée ou confondue volontairement avec celle de plusieurs formes de Shiva. Donc ce n'est que récemment que l'on s'est aperçu qu'il s'agissait d'images de Shiva et non de Brahma, et au moins avec une forme de Kartikeya. Donc il s'agira d'identifier plus précisément ces formes composites, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent, en tentant de rapprocher ces images de possibles sources littéraires. Donc l'intérêt de ce projet de recherche repose essentiellement sur la possibilité de pouvoir établir un corpus cohérent par la collecte, l'inventaire des images in situ et l'accès aux collections locales. Et je remercie donc vivement la Fondation Flora Branchon de me permettre de mener à bien ces recherches de terrain. Vous remettez le diplôme et la médaille en vous félicitant. Merci.